Raquel Garrido, bonjour. Bonjour Alex Bouyayet. Ce matin, je le disais à l'instant, l'intersyndicale est reçue à Matignon ce matin à 10h. Est-ce que les syndicats vont claquer la porte au bout de 5 minutes, au bout de 20, au bout de 30? C'est ça l'enjeu de la réunion? Alors déjà, rendez-vous compte que c'est la première fois depuis 2 mois que l'intersyndicale est reçue à Matignon. Enfin, ça paraît lunaire en réalité, compte tenu de la puissance du mouvement social et du nombre de millions de personnes en grève dans les manifestations. Et on aurait pu penser qu'ils en seraient déjà à leur 5e ou 6e rencontre où le gouvernement aurait peut-être proposé tel ou tel renoncement, telle ou telle remise en cause de son projet initial. Et en réalité, on se retrouve là le 5 avril, on est le 5 avril, 6 avril, je ne sais plus, je m'y perds. Le 5. Et le gouvernement annonce d'avance qu'il ne veut pas écouter l'intersyndicale unie. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, ça va tourner court? Ah non, moi je suis une éternelle optimiste. Je crois en la force des Français, dans l'unité de ce peuple qui ne lâche rien sur les retraites, qui demain, je l'espère, je le souhaite, sera en nombre, encore une fois, dans les mobilisations. Et c'est assorti de cette force populaire-là, de cette légitimité démocratique, parce que les syndicats représentent une partie de la légitimité démocratique, c'est la démocratie sociale. Et fort de ça, qu'ils vont entrer à Matignon, et j'espère obtenir, en ressortir avec le retrait de la loi sur les 64 ans. Vous pensez vraiment qu'ils vont ressortir avec au panier la retraite à 64 ans? Ce serait le signe d'une démocratie un peu fonctionnelle. Ce qui est dysfonctionnel, c'est une démocratie... En tout cas, vous saluez le fait qu'ils soient tous réunis, mais ça peut être aussi mettre au crédit d'Elisabeth Borne. On lui demande de concerter, elle arrive à faire une photo de famille avec les 11 syndicats réunis. Ouais, elle, c'est ce qu'elle veut faire, bien entendu. Mais évidemment, les gens ne sont pas dupes, ils sont pas nés de la dernière pluie. Ils voient bien comment tout ce débat sur les retraites a été mené depuis le début, avec, dès le départ, un vice de forme. Une triche, même on peut dire, puisqu'ils ont utilisé au gouvernement l'article 47.1 comme procédure pour faire adopter la loi. Cette triche, comme vous dites, ce vice de forme, comme vous le dites vous, il va être étudié par le Conseil constitutionnel. Le 14 avril, il va valider ou pas cette réforme des retraites. Imaginons que le Conseil constitutionnel valide la réforme. Est-ce que ce serait pour vous la fin du combat? Pour l'instant, je ne me l'imagine pas. Et là, c'est l'avocate qui vous parle. Je suis intervenue sur ce sujet en commission des finances, en commission des affaires sociales, dans l'hémicycle déjà depuis le mois de janvier. Cette procédure est inconstitutionnelle. La loi retraite n'est pas une loi de financement de la sécurité sociale. C'est une réforme structurelle qui engage des milliards d'euros pour l'avenir. Ce n'est pas une loi rectificative. Donc, ce chemin qui a été utilisé avec le 47.1 est inconstitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne peut pas faire autrement que de censurer totalement la loi. Et c'est pas seulement moi qui le dis. Je vous invite à lire une tribune de 10 professeurs, de 10 universitaires à l'université de Nanterre, dans Le Monde, une tribune, voilà, dans une tribune de 10 universitaires à Nanterre de droit public, publié le 28 mars. C'est limpide, c'est limpide. Si le Conseil constitutionnel valide ce vice de procédure, alors derrière, je veux dire, ça veut dire que il y a plus de droit pour le Parlement. On entend ce que vous dites c'est limpide. Mais si ça ne l'est pas, et on peut pas s'empêcher, il y a 2 scénarios. Si le Conseil constitutionnel valide cette réforme, on sent que Jean-Luc Mélenchon, il continuera le combat quoi qu'il arrive. Il dit, le Conseil constitutionnel n'est pas le juge des convictions. Emmanuel Macron lui répond qu'il délégitime dès maintenant pourquoi vous mêlez Jean-Luc Mélenchon à cette affaire-là? Il y a 65 millions de Français qui sont contre cette loi. Allez, j'enlève les 20% qui sont pour. On est tous ensemble. Les Français sont très unis. 93% des actifs sont contre la loi. Donc, mais je répète quand même ma question. S'il validait cette réforme, que feriez-vous? Si le Conseil constitutionnel osait ne pas censurer totalement cette loi retraite, alors personnellement, je place ma confiance et mes espoirs non seulement dans la poursuite du mouvement classique, c'est-à-dire avec les grèves et les mobilisations, mais aussi sur cet autre outil qui est le référendum d'initiative partagée. Je rappelle, nous avons déposé et qui est également en cours d'examen sur sa recevabilité. La recevabilité sera annoncée. Et vous demanderiez à Emmanuel Macron de suspendre la réforme des retraites, de ne pas la promulguer en attendant
le résultat de ce référendum? Bien entendu, moi je suis absolument persuadée que à la seconde où nous déclenchons le recueil des signatures, c'est un soulèvement dans le pays. Je pense Il en qu'on faut peut presque obtenir, 5 millions. Oui, mais je pense qu'on peut obtenir 1 million de signatures par mois. Les gens, moi je vois dans ma circonscription, il y a des endroits dans des entreprises où il y a des grèves, il y a des piquets de grève où c'est très organisé, et puis il y a quelque chose de beaucoup plus diffus dans la société. Les gens sont aussi en attente de ces outils-là comme des pétitions. D'ailleurs, on a pu voir le succès cette semaine de la pétition en ligne de l'Assemblée nationale pour la dissolution de la Brave M, qui a recueilli en très peu d'heures des centaines de milliers de signatures. Je rappelle que le Conseil constitutionnel donnera son avis en même temps, à la fois sur la réforme des retraites et sur ce RIP. On sent qu'au sein de la NUP, en ce moment, ça craque un petit peu. Vous n'aviez pas toujours la même stratégie pendant les discussions à l'Assemblée nationale. Pas d'accord non plus pour voir Elisabeth Borne. Alors certains y sont allés. On a vu les socialistes, on a vu les écologistes. Puis en revanche, on n'a pas vu les insoumis ni les communistes. C'est chacun pour soi désormais? Pas du tout. En ce qui concerne l'invitation de Madame Borne à venir parler de l'après-retraite, tout l'intergroupe, tous les groupes de la NUPES ont été très clairs. On ne passe pas à l'après. On ne ferme pas la parenthèse il a des fait retraites. ça, Olivier Faure. Donc, ce qu'ils ont demandé, je précise, mes collègues et mes amis et camarades, Marine Tondelier et Olivier Faure, ont sollicité auprès de Madame Borne des rendez-vous pour leur propre agenda. D'ailleurs, ce n'était pas aux horaires et au moment qui était initialement choisi par Madame Borne dans son opération de communication à elle. Donc c'est juste une histoire d'organisation? Oui. En l'occurrence, hier soir, nous étions réunis pour notre 3e séminaire en format plénière, parce que vous savez... Vous avez crevé les abcès, ça va mieux? Oui. Vaisselle cassée, nom d'oiseau? Non, ça a été très calme. Comment dire? Vous savez, on vit après la première communion qui était l'édiction de ce programme en 13 jours, 13 nuits, et puis cet accord électoral, maintenant c'est la confirmation, vous voyez, c'est-à-dire à chaque fois... C'est comme un couple qui prend ses marques et qui met aussi du temps à prendre ses marques. Mais de plus en plus, ce groupe humain de 150 personnes noue des liens personnels, des liens politiques, est profondément pétri de la conscience que c'est ici que se loge l'espoir de changer le gouvernement. Le futur gouvernement, il est là, dans l'intergroupe NUPES parlementaire. Moi, je fais partie des députés qui y croient énormément. Et hier soir, j'ai senti, à cette réunion de l'intergroupe, ce désir de NUPES. Je reviens quand même à ce qui s'est passé dimanche soir. Martine Froger, la dissidente socialiste, elle a largement battu l'insoumise sortante qui était soutenue par la NUP dans l'Ariège. C'était une législative partielle. On a quand même le sentiment que c'est le symbole de cette NUP qui craque. Personne pour se réjouir de la victoire d'une femme de gauche. C'est quand même une femme de gauche. Ni Olivier Faure, ni Jean-Luc Mélenchon. Observons ce qui s'est passé dans cette élection législative partielle. 2 phénomènes importants. D'abord, l'écroulement, le vol plané des macronistes. C'est un signal pour M. Macron. Normalement, M. Macron, le président, quand il voit que sa candidate fait 10%, il doit se dire peut-être que je vais retirer la loi retraite. Il doit y avoir normalement une porosité entre le suffrage universel et les décisions du gouvernement. Mais sur la victoire de la socialiste. Deuxième chose, et je tiens à le souligner, c'est très important. Les résultats en Ariège réfutent aussi l'idée que l'extrême droite serait actuellement aux aguets. On entend, mais je reviens à votre candidate. Et pour ce qui est de la gauche, je vais le dire très clair à Madame Froger, et partout où il y a des possibles à Madame Froger. Si chacun en fait à sa tête, avoir ce genre d'initiative, c'est l'éradication de la gauche. C'est pas qu'on va s'entretuer au second tour, c'est qu'on n'y arrivera même pas au second tour. Donc ils veulent quoi? Ils veulent qu'on passe à 10 députés, à 15 députés, à 20 députés, c'est pas possible. Elle va siéger où? Donc, elle veut. Où elle veut. Où elle veut. Donc chez les socialistes, au sein de la NUP, elle va pouvoir siéger chez la NUP? Moi, en l'occurrence, je pense qu'il faut qu'on dissuade très fermement toute initiative d'essayer de remettre en cause cette stratégie de la NUPES, parce que c'est la seule qui est victorieuse. Tout le reste nous fera perdre, et donc c'est irresponsable par rapport à la force macroniste et à la force de l'extrême droite. Merci beaucoup Raquel Garrido, bonne journée à vous. Merci.